Bonjour tout le monde. Bonjour à tous, bonjour. Bonjour tout le monde. On est ravis de vous retrouver pour cette nouvelle émission de l'Aromazine. On vous remercie pour tous les partages qui ont eu lieu sur le premier numéro qui a été accueilli très chaleureusement et on espère du coup vous retrouver pour tous les numéros qui suivront. Allez, on démarre tout de suite avec l'actualité de ce numéro 2 de l'Aromazine, Kevin. Voilà, pour commencer, on va parler actu, actu phyto, actu aroma. Arnaud, tu vas nous présenter une étude en aromathérapie et je vous présenterai une étude en phytothérapie. Pour suivre, on fera la minute naturo, je vous parlerai des bourgeons. Ensuite, on abordera la question du mucus, qui est très d'actualité en ce moment avec des façons d'aborder le traitement de la toux grasse en aroma. Et enfin, on terminera par l'interview qu'on nous propose cette fois-ci. C'est Pierre Bocongibaud, qui est producteur distillateur d'huile essentielle et que j'ai eu le plaisir de rencontrer pour vous. Allez, on va démarrer tout de suite avec donc notre séquence actu. Alors on démarre tout de suite avec la première étude qui va porter sur l'huile essentielle de Manuka. Alors l'huile essentielle de Manuka, on la connaît depuis quelques temps, mais cette étude-là est très récente puisqu'elle a été publiée fin octobre 2020. Cette étude a confirmé ce que déjà on avait à peu près pressenti, c'est-à-dire les propriétés antibactériennes du Manuka. Il est très antibactérien et actif sur de très nombreuses souches bactériennes différentes, en particulier des bactéries Gram- ou des bactéries Gram+. Il est également antiviral. Et l'intérêt de cette étude est d'avoir étudié l'action synergique du Manuka avec d'autres huiles essentielles très courantes. On a par exemple mis en évidence une action synergique du Manuka avec de l'ylang-ylang et aussi avec de l'achillée millefeuille et du PGB. Dans tous les cas, l'huile essentielle de Manuka allait être encore plus efficace lorsqu'on l'associait à ces huiles essentielles, dans en particulier le traitement de l'acné, et donc une grosse efficacité sur les germes responsables des boutons d'acné. Super étude, merci Arnaud. De mon côté, je vais vous présenter une étude, cette fois phyto, sur les plantes médicinales, qui a aussi quelques jours seulement, qui a été publiée fin octobre. Une étude internationale qui regroupe plusieurs chercheurs de différentes universités et qui s'est intéressé aux plantes médicinales qui pouvaient soulager les symptômes de la COVID-19. Et j'insiste sur les symptômes, ce n'est pas des plantes antivirales ou qui empêchent la rentrée, la pénétration du virus au sein de l'organisme, mais bien des plantes qui jouent sur les symptômes de la COVID. Ces chercheurs se sont penchés sur 39 plantes médicinales. 12 s'avèrent prometteuses et 5 semblent essentielles. Et ces 5 plantes sont le lierre grimpant, la myrrhe, la réglisse, le sureau et la guimauve officinale. Merci les amis. Alors peut-être sur le Manuka, j'ai peut-être quelque chose à dire, c'est qu'on parle, et on a parlé beaucoup d'un miel qui était très en vogue et qui l'est peut-être toujours encore un peu, c'est le miel de Manuka qui a, c'est vrai, des propriétés assez extraordinaires, mais n'oublions pas pour autant nos miels français beaucoup moins chers comme le miel de thym qui est un excellent miel anti-infectieux. Merci Philippe. Allez, on enchaîne avec la mythe naturo, Kevin, et on va parler avec toi des bourgeons et de leur rôle dans l'immunité. Allez, à tout de suite. Exactement. Quels sont les bourgeons de l'immunité? Le cassis, l'églantier, le sapin pectiné. Le cassis qui est un élixir de vie par excellence. Attention, ici on parle de gémothérapie à partir de macérats concentrés, ce qui est différent des macérats 1DH, c'est-à-dire 10% de macérat mère pour 90% de solvant. C'est dilué à 10%, ce qui est moins efficace et en plus contient beaucoup plus d'alcool. Le cassis, je disais, est un élixir de vie. Il permet d'avoir une meilleure immunité et également d'avoir plus de tonus pour affronter l'hiver. L'églantier, Rosa canina, la rose sauvage, si on observe dehors des buissons d'églantier, ils font barrage autour de la forêt, ils protègent la forêt en quelque sorte. Et l'églantier va protéger notre arbre bronchique, c'est-à-dire qu'il va nous protéger des pathologies ORL surtout et pulmonaires. Le sapin pectiné, le bourgeon de l'immunité, on peut le prendre aussi bien en préventif qu'en curatif. C'est plutôt le bourgeon de l'ado et de la personne mature. Un point rapide sur l'échinacée. C'est une plante majeure de l'immunité, une plante antibactérienne que l'on connaît depuis pas si longtemps que ça, depuis le 19e siècle environ. Et on s'est rendu compte que l'échinacée stimulait les interleukines 6 et 8,
Il s'agit de cytokines pro-inflammatoires. Pourquoi il y a un sens interdit avec Covid? Parce que lors de l'orage cytokinique, vous en avez peut-être entendu parler au cours des derniers mois, deux interleukines sont stimulées, la 6 et la 8. C'est la raison de l'emballement du système immunitaire et de cette exacerbation pulmonaire que l'on peut rencontrer dans les phases très aiguës de cette pathologie. Donc il ne sert à rien de stimuler davantage ces interleukines avec l'inkinase. Il faut donc s'abstenir de cette plante au cours d'une infection de Covid. C'est-à-dire que c'est une plante de la prévention et non du curatif. Eh ben merci Kevin pour cette chouette séquence sur les bourgeons de l'immunité. Alors moi je me posais une question, parce que donc, les bourgeons, moi personnellement j'y connais absolument rien. Est-ce qu'il y a différentes qualités de macérat? Exactement, il en existe plusieurs. Le premier que j'ai cité dans la vidéo, c'est les macérats homéopathiques 1DH, qui sont plutôt à exclure du fait de la teneur en alcool qui est très importante. Il y a 10 fois plus d'alcool dans un macérat homéopathique que dans un macérat mère, où il y en a 10 fois moins. Il faut également respecter une chose, c'est que à l'origine, le macérat mère est fait de 3 solvants qui sont présents en tiers. Il y a un tiers de chaque solvant, eau, alcool, glycérine. Et il y a d'autres laboratoires qui se sont lancés à remplacer la glycérine par d'autres substances. Il n'y a aucune preuve que ça soit intéressant pour extraire les principes actifs des bourgeons. Ok, super, merci. Merci Kevin. Alors moi j'ai une question très pratique. Voilà, je voudrais prendre des bourgeons. Combien j'en prends et est-ce que je dois observer des pauses thérapeutiques comme avec l'aromathérapie? Alors, la posologie la plus générale, c'est une goutte par année d'âge, jusqu'à 15 gouttes. Et à l'âge adulte, on peut, dans de très rares cas, plutôt en aigu, monter jusqu'à 30 gouttes dans la journée. Mais déjà 15, c'est très bien. Et ta deuxième question, c'était... Les fenêtres thérapeutiques. Ah oui, la fenêtre thérapeutique. Il faut plutôt en observer une, en effet, si c'est l'utilisation sur du très long terme de bourgeons, auquel cas on fera 5 jours sur 7 et le week-end, on ne prend rien. Super. Eh ben, je vous propose de passer tout de suite à la séquence suivante qui va me concerner. Du coup, on va parler donc de la minute comment ça marche avec donc les cils et le mucus. Alors, on va maintenant aborder la question du mucus dans le système respiratoire. Alors, le mucus, vous le connaissez bien, c'est lui qui est responsable par exemple de la toux grasse qui est fréquente en automne. Et on va voir comment on peut réguler justement sa production avec les huiles essentielles. Alors, ce qu'il faut bien savoir avant de commencer, c'est que le mucus est en fait très utile puisqu'il est responsable de l'épuration de l'air. C'est lui qui va permettre, par exemple, de débarrasser l'air de toutes les particules de plus gros, de plus petit diamètre, ça dépend des situations, que l'air peut contenir. Et donc, l'air qui va passer dans le tractus va être épuré et quand il arrive dans les profondeurs des poumons, eh bien, il sera complètement pur. Voilà. Alors, comment ce mucus est-il produit en fait? Eh bien, pour le savoir, il faut regarder la structure de la paroi du système respiratoire. Cette paroi va contenir des cellules que vous voyez très bien ici, hein. Et donc ces cellules en fait correspondent à deux catégories. Vous avez d'abord des cellules que vous voyez là, hein, avec un fond qui est relativement clair, et puis des cellules beaucoup plus foncées, mais surtout avec une partie ici, tout en haut, qui présente, vous voyez, des petites excroissances. Là, eh bien tout ça, ça on voit certains endroits très bien ici, ce sont des cils. Et donc quand on regarde de plus près, en fait, on va retrouver cette structure. En fait, vous avez donc des cellules ciliées représentées ici en bleu, les cils, vous les voyez là, hein. Ils sont dilatés sur ce schéma pour qu'on les voit mieux par rapport à leur taille réelle. Et puis d'autres cellules qu'on appelle des cellules à mucus. Et donc en fait ce qui se passe, c'est que les cellules à mucus vont produire donc le mucus qui va se répartir à la surface donc, de la paroi du système respiratoire. Il faut imaginer qu'ici on a la cavité, donc ça peut être les fosses nasales, ça peut être le centre de la trachée, etc. Et donc, ce mucus va petit à petit se charger des particules polluantes contenues dans l'air et les cils vont déplacer le mucus pour qu'il soit éliminé. Si on regarde l'épithélium par-dessus, comme ceci, eh bien, on pourrait avoir cette vue, hein. Donc, vous voyez que les cils vont correspondre vraiment à des touffes qui vont donc créer ce mouvement permettant de déplacer le mucus. Alors, regardez à quel point les cils se déplacent, hein, vous voyez très bien là le mouvement, et en vitesse normale, vous voyez qu'en fait c'est un mouvement qui est très très rapide. Alors si on regarde justement au contraire, elle a très lentement le mouvement des cils, vous voyez qu'en fait c'est un mouvement en coup de fouet. Regardez comme on voit bien ici le coup de fouet des cils et vous avez ici donc un mouvement qui est bien représenté avec une petite structure qui est déplacée par les cils, hein, et donc vous imaginez que le mucus, de cette façon-là, va être déplacé grâce aux cils.
Alors justement, comment le mucus est-il déplacé? Dans quelle direction? Eh bien, c'est là où c'est très intéressant, c'est que les cils vont déplacer le mucus au niveau des fosses nasales vers l'arrière, puis vers le bas. Et au niveau de la trachée et des bronches, le mucus va être au contraire remonté. Pourquoi? Parce que le mucus doit en fait être éliminé dans le système digestif. Donc en fait, dans les deux cas, il faut que le mucus soit dégluti et qu'il passe dans l'œsophage puis dans l'estomac. Alors on ne s'en rend pas compte, mais en réalité, on avale en permanence notre mucus et c'est normal. Alors, deux petites anecdotes pour bien comprendre ça. Lorsqu'il fait froid, par exemple, lorsqu'on est au ski, vous avez remarqué, on a souvent la goutte au nez. Pourquoi? Eh bien parce que le froid inhibe, c'est-à-dire ralentit le mouvement des cils. Et donc en fait, le mucus qui est produit n'arrive pas à être basculé vers l'arrière de la gorge, mais coule tout simplement par gravité en avant. Et donc on est souvent obligé de se moucher. Et un autre exemple, c'est la toux des fumeurs. Il faut savoir que la fumée de cigarette inhibe le mouvement des cils dans la trachée. Donc le mucus est moins bien évacué, il s'épaissit. Et la seule solution pour l'évacuer devient la toux et qui va déloger le mucus qui s'est accumulé donc dans la trachée. Alors, euh, au niveau des huiles essentielles, ce qui est intéressant, c'est qu'on a une molécule qui s'appelle le 1,8-cinéole, dont le nom précédent était l'eucalyptol, hein, donc ça parlera sans doute davantage, puisque ça évoque l'odeur de cette molécule qui sent donc bien l'eucalyptus. Eh bien, cette molécule a une action justement sur le mucus. Et ce qui est très intéressant, c'est que cette molécule va agir sur les deux cibles du mucus. Et oui, le 1,8-cinéole aura par exemple pour action de réduire la production de mucus au niveau des cellules qui en sont responsables. Et ce 1,8-cinéole va également permettre d'améliorer le fonctionnement des cils et donc de favoriser l'évacuation du mucus. Donc, d'une part, l'1,8-cinéole réduit la production, d'autre part, il améliore l'élimination du mucus. Vous voyez que les huiles essentielles à 1,8-cinéole sont très indiquées dans les problèmes, par exemple, de toux grasse. Alors, quelles sont les huiles essentielles qui en contiennent? Eh bien, on va retrouver par exemple dans le Ravinsara, dans le laurier noble, dans beaucoup d'eucalyptus, en fait quasiment tous, sauf l'eucalyptus citronné, et puis dans la lavande aspic. Toutes ces huiles essentielles-là contiennent du cinéole et vont donc avoir un tropisme, c'est-à-dire un ciblage plutôt sur le système respiratoire. Voilà, vous voyez que finalement, on a beaucoup d'actions pour lutter contre la toux grasse avec les huiles essentielles. Super présentation, Arnaud, merci. Je rajouterais ici deux huiles essentielles qui peuvent être intéressantes dans les toux qui ne sont pas uniquement grasses, qui peuvent être mixtes ou toux grasses et quinteuses. On a une très belle huile essentielle corse qui est l'huile essentielle de myrte vert, qui va pouvoir fluidifier mais en même temps calmer le côté spasme de la toux. Et une autre huile essentielle qui vient d'un peu plus loin, l'huile essentielle de sapin de Sibérie, qui possède les mêmes propriétés. Alors Philippe, tu voulais aborder la question des chanteurs, je crois. Alors oui, pour les chanteurs, les mucosités sont extrêmement importantes. On ne peut pas imaginer de chanter quand la gorge est sèche. Or, ces mucosités, comme la salive, parviennent à fluidifier en fait et sont absolument indispensables. C'est pour cette raison qu'il est absolument aberrant de prendre des médicaments qui coupent toute fabrication de notre organisme pour ces mucosités. C'est la porte ouverte à une infection et parfois même une surinfection. Oui, c'est important d'ailleurs de préciser que les huiles essentielles n'agissent pas comme ces médicaments en bloquant complètement une sécrétion, un Mm. mécanisme d'élimination, elles le régulent, hein, et c'est là où c'est quand même vraiment un mode d'action qui est très particulier finalement des huiles essentielles par rapport aux médicaments et aux principes actifs euh, chimiques en quelque sorte. Allez, on enchaîne Philippe avec ton interview. Tu as eu le plaisir de rencontrer Pierre Bocon-Gibaud. Je te laisse dire quelques mots pour le présenter. Alors, Pierre Bocon-Gibaud est quelqu'un de très, très actif au niveau de l'aromathérapie parce qu'il s'occupe aussi bien de culture que de distillation. Il fait des huiles qu'on ne trouve absolument pas ailleurs et vous allez voir, comme par exemple l'eucalyptus gundal, il va vous en parler parce que c'est particulièrement intéressant. Et il se passionne aussi à regrouper les gens autour de la cause de l'aromathérapie qu'il défend avec un grand étendard et c'est absolument formidable. Donc je vous laisse avec lui et vous verrez que c'est un homme assez passionnant. Alors restez bien avec nous parce qu'à la fin de l'interview, vous aurez une très très belle surprise. Allez, je vous en dis pas plus. L'Aromazine Co accueille aujourd'hui le distillateur Pierre Bocon-Gibaud. Pierre Bocon-Gibaud, vous êtes à la tête de la distillerie Bel Air. Quelles sont les grandes lignes du parcours qui vous a conduit à distiller aujourd'hui les plantes aromatiques?
Bonjour Philippe, merci beaucoup pour ces questions. Ravi d'être là. Aujourd'hui, ce qui m'a amené moi, à distiller des plantes aromatiques, c'est l'envie de revenir aux sources et de se concentrer sur la qualité des productions d'huile essentielle en France. J'ai un parcours d'ingénieur biochimiste. J'aurais pu travailler ou continuer à travailler dans d'autres domaines. Je souhaitais vraiment me concentrer là-dessus, une sorte de mission de vie, de manière à pouvoir remettre au goût du jour les belles productions françaises et continuer à les faire perdurer dans le futur. Mhm. La distillerie Bel Air est installée dans le Gard, à Saint-Just-et-Vaquières. Quels sont les aromatiques endémiques de votre région? Alors, ce qui est très beau dans le Gard, c'est qu'il y a plusieurs variétés, puisque c'est un grand département qui s'étend de la mer Méditerranée jusqu'aux Cévennes. Donc on a facilement à proximité en culture ou en cueillette sauvage de la lavande aspic, de la sarriette, de l'origan, origan vert, sarriette des montagnes, du romarin camphré sauvage, mais également du romarin verbenone, des thym, une grande diversité de thym, plusieurs linalols sauvages, plusieurs thym à tujanol, et bien sûr des classiques cultivés comme la lavande fine ou le lavandin super. Hmm. Alors, votre catalogue d'huiles essentielles est riche de nombreuses références. Comment s'organise la production des plantes que vous distillez autour de votre endroit de distillation? Hum, hum. Effectivement, le métier de distillateur, c'est bien de se concentrer sur la transformation des plantes aromatiques en huile essentielle, procédé d'extraction à la chaleur douce et en basse pression. Il se trouve qu'à la distillerie Bel Air, on a cet ADN agricole, puisqu'une partie des huiles essentielles sont issues de plantes distillées à même la ferme, et un modèle plus coopératif où une partie des plantes sont cultivées sous forme de partenariat avec des agriculteurs partenaires autour qui les utilisent pour diversifier leur production en bio. Par exemple, que ce soit sur des oléiculteurs, donc producteurs d'huile d'olive, ou des producteurs viticoles pour de la vigne et faire plusieurs vins du Gard, notamment du vin rouge. Alors, vous avez à votre catalogue un romarin assez spécifique puisqu'il a un double chémotype, celui de la verbenone et du camphre. Comment est-ce que vous expliquez ce chémotype surprenant? Alors effectivement, le chémotype, il est lié à une date de récolte, tout simplement. Il faut savoir que bien souvent, les ventes d'huile essentielle, du coup, les acheteurs se concentrent uniquement sur des chémotypes standardisés. Et donc, les distillateurs ne récoltent ou ne distillent qu'à la même date certaines variétés. C'est trouvé, nous, par rapport à un aléa climatique, on a été forcé de récolter à une date un peu différente. Et en fait, à ce moment-là, il se trouve que la plante exprime des molécules aromatiques tout à fait différentes, en tout cas dans des proportions différentes à celles dont elle a l'habitude, aux dates envisagées normalement pour du romarin type camphre. Normalement, sur les dates classiques, le camphre est élevé et le verbenone est plutôt faible en proportion. Ici, on est sur des récoltes qui ont lieu juste à la sortie du printemps, donc sur des mois de fin avril, début mai, à une période où en fait le taux de camphre est très très bas et de fait proportionnellement le verbenone est plus élevé et d'autant plus le verbenone est surexprimé à ce moment-là sur la plante. Donc ça donne ce chémotype un peu atypique, mais la même parcelle, la même variété récoltée 4 à 6 mois plus tard va redonner un romarin, un camphre, tout ce qu'il y a de plus standard. Et c'est intéressant de voir qu'on peut en fait récolter ces beautés de la nature à quelques mois d'écart, simplement avec un travail méticuleux sur le choix de la date de récolte. Je suis sûr que votre réponse va passionner les auditeurs. Il y a une autre huile essentielle extrêmement rare que vous commercialisez, c'est l'Eucalyptus gundal. Est-ce que vous avez un attrait particulier pour les huiles essentielles rares? Je dirais et qu'au sein de la distillerie Bel Air, on a un attrait particulier pour distiller des plantes locales et mettre en valeur le patrimoine aromatique du territoire, gardois à minima, mais surtout au niveau du territoire occitan. Il se trouve que l'Eucalyptus gundal est une production majoritairement présente en Occitanie, qui à la base est surtout réalisée pour la pâte à papier. C'est une variété d'eucalyptus, comme de nombreux eucalyptus, a une croissance assez rapide et c'est trouvé intéressant pour ces marchés-là du papier. Mais quel dommage de se dire que dans un eucalyptus pour la pâte à papier, seulement la moitié, voire un peu moins, sont utilisés pour ces fins de papeterie. Et donc il y a eu un travail de recherche et de caractérisation
pour pouvoir identifier les molécules majoritaires et les effets thérapeutiques que cela pourrait avoir si cet eucalyptus était distillé. Après analyse, chromatographie et vérification auprès de pharmaciens aromathérapeutes, on a des vertus qui sont intéressantes, notamment sur des effets antalgiques et sur des effets répulsifs à insectes, avec un parfum qui est beaucoup plus doux que l'eucalyptus radié ou que l'eucalyptus globulus, ce qui en fait du coup un usage réellement complémentaire par rapport aux autres eucalyptus existants, et une plante avec quasiment 0 km en termes de distance jusqu'à la production par rapport à des eucalyptus qui viendraient d'Afrique du Sud, par exemple, ou d'Australie. Très bien. Alors, vous proposez également à la vente de nombreuses références d'hydrolats aromatiques. Est-ce que vous notez parmi vos visiteurs un regain d'intérêt ou peut-être un intérêt qui se manifeste davantage maintenant pour les hydrolats qui ont été négligés pendant de nombreuses années, et on sait même que la plupart des distillateurs les jetaient. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Et c'est encore courant de voir des hydrolats mis au rebut dans certaines distilleries. Je pense que c'est assez dommage parce que c'est des produits aromatiques avec des vertus encore aujourd'hui trop peu connus, bien évidemment, des utilisateurs, que ce soit professionnels ou particuliers. Il y a clairement un regain d'engouement sur ces produits-là. C'est un peu la nouvelle frontière en aromathérapie, car ce sont des produits, on va dire, déjà prédosés, plus faciles à utiliser, moins de risques derrière de surdose. Il y a une certaine tolérance et des formes d'application un peu plus tolérantes aussi, en ingestion, en application, enfin vous connaissez ça mieux que moi, mais donc une porte ouverte en fait à un territoire d'expérimentation pour qui veut découvrir autrement l'aromathérapie. Clairement, il y a un aspect très saisonnier sur les usages, avec un peu le même que sur les huiles essentielles. Des périodes un peu où on va chercher le renforcement du système immunitaire, c'est plutôt thym, sarriette, origan qui vont être intéressants. Au niveau de l'été, la lavande, en plus d'être la saison de production, est toujours appréciée pour apaiser, et le lavandin apprécié pour ses côtés répulsifs à insectes. Et on voit même de plus en plus un intérêt du faire soi-même ses produits d'entretien ou ses cosmétiques, qui du coup donnent un peu un second souffle aux productions d'hydrolat. Il est évident que dès lors qu'on utilise un hydrolat à la place de l'eau, même si elle est de qualité, on a un aspect thérapeutique qui vient s'ajouter aux cosmétiques et qui devient presque une cosmétique thérapeutique. Je pense que vous êtes d'accord avec ça. Tout à fait, tout à fait. Et d'autant plus que le cosmétique thérapeutique ou la matière première avec un effet notoire est intéressante parce qu'il n'y a pas un hydrolat, mais bien différentes qualités d'hydrolat en fonction de la quantité initiale de plantes qui a été utilisée pour la distillation. Vous pouvez faire passer de la vapeur à travers 10 grammes de romarin ou à travers 1 kg de romarin. Dans tous les cas, vous aurez bien un hydrolat en sortie, mais les quantités de molécules aromatiques à l'intérieur ne seront pas les mêmes, ce qui va avoir un impact en termes d'effet et bien sûr de conservation. Donc on a cette capacité ici à pouvoir produire des hydrolats concentrés qui se conservent du coup très très bien. On a moins besoin de réfléchir en termes de ce que je les mets au frigo, pas au frigo. On a beaucoup plus de liberté. Et puis ça évite simplement de transformer de l'eau, de transporter de l'eau, je veux dire, mais bien de transporter un produit qui va pouvoir directement servir. Bien sûr. Alors, certains distillateurs œuvrent plutôt en solitaire, soit par choix, soit par destin, parce qu'ils ne peuvent pas faire autrement, et d'autres préfèrent la coopération. Comment vous situez-vous dans votre travail et dans ce que vous aimez faire? Moi, je trouve que c'est tellement plus facile quand on fait ce qu'on aime et qu'on est entouré de personnes qui aiment également ce qu'elles font. Donc, je considère que j'ai certains talents sur des aspects chimiques, biochimiques, distillation, des aspects relationnels également. Mais à comparaison, pourquoi vouloir être tout contrôlé? Je préfère être dans le relationnel et que chacun soit dans son territoire de prédilection. Donc, je favorise la mise en réseau, le coude à coude, l'entraide, de manière à pouvoir fédérer une filière locale forte et résiliente, basée sur, bien sûr, le bio à minimum, mais également la diversification des cultures qui sont aujourd'hui tant importantes pour le futur des territoires. Donc voilà, je me considère plutôt comme une personne qui va connecter
les expériences et les expertises entre elles, plutôt un aspect de pilote hégémonique, en tout cas sur ces productions. Et jusqu'à présent, l'adage tout seul on va plus vite et ensemble on va plus loin est toujours vérifié. Alors, on commence à parler en France de la valeur thérapeutique des extraits CO2 supercritiques, très peu, mais ça commence. Le producteur d'huile essentielle que vous êtes s'intéresse-t-il à cette possible voie d'évolution pour l'aromathérapie médicale et scientifique? Riche question. Euh, je pense que ça va être une corde de plus à l'arc des producteurs ou à l'arc des thérapeutes que d'avoir des CO2 supercritiques. Aujourd'hui, c'est une technologie qui a besoin de maturer encore, surtout de se miniaturiser. Il faut savoir que si on devrait multiplier par 150 à peu près nos volumes d'atelier, si on voulait avoir les mêmes volumes de distillation entre la vapeur et le CO2 supercritique, parce que ça demande des très hautes pressions, même si la température est faible, hein, il y a des très hautes pressions pour atteindre cet état supercritique. Donc ce sera pour plus tard. Et jusqu'à plus tard, du coup, ça reste des produits qui sont intéressants à découvrir, à expérimenter, parce que on ne peut pas considérer que c'est une réelle concurrence, mais c'est plutôt un complément et une affinité qui va pouvoir être développée au cas par cas, en fait, en fonction des producteurs ou des usagers. Et c'est certainement une des merveilles en lien à la fois avec la technologie et pourtant un procédé qui chimiquement est quasiment inerte, puisque le seul produit utilisé, c'est bien du gaz carbonique, quelque chose qu'on on produit lorsque l'on respire, et qui n'est en rien quelque chose qui va venir polluer des nappes phréatiques ou créer des risques d'explosion inflammables, comme avec d'autres solvants. Hmm. Alors, vous organisez régulièrement des visites de la distillerie Nibelair, de votre distillerie. Est-ce que vous avez noté peut-être un regain d'intérêt pour l'aromathérapie ou est-ce que ça a tendance à augmenter? Est-ce que vous percevez ce genre de réaction parmi vos visiteurs? C'est vrai que le fait d'être un site à la fois de production, de culture et un site ouvert au public, ça permet d'être à peu près au courant de ce qui se passe sur le territoire ou dans les schémas de consommation. Il y a deux aspects, je dirais. Le premier, c'est que oui, il y a un engouement vers la naturalité, vers le fait de faire soi-même, de s'autonomiser à la fois dans la création de ces produits cosmétiques, de ces produits d'entretien, voire de la prévention ou dans le soin. Ça, on est au premier rang là-dessus et c'est très intéressant de voir un peu ces parcours quasiment initiatiques qui peuvent être réalisés par certaines personnes. Et de l'autre, c'est une sensibilité, une curiosité nourrie par tout un tas de scandales qu'on a pu voir sur la grande distribution, sur des problèmes de filouterie, dans de l'import-export de matières étrangères, qui encouragent les gens à se poser les bonnes questions. Qui produit ce que je consomme? Comment est-ce que cela est produit? Et qu'est-ce qui vient réellement d'à côté de chez moi versus qu'est-ce qui est simplement emballé à côté de chez moi et qui vient de beaucoup plus loin, dont la qualité n'est pas forcément connue de tout. Et ça, c'est très, très intéressant. Nous, ça nous permet de créer des liens forts réellement avec les personnes qui viennent sur la distillerie, qui, une fois qu'elles ont constaté la qualité de la production, la sueur qu'il y a pour en arriver là, plus l'expérience olfactive et qualitative autour, généralement les gens reviennent indéfiniment, en parlent autour d'eux et on se rend compte, voilà, il y a un référentiel de mémoire qui est créé entre qu'est-ce qu'un produit de qualité versus ce dont ils avaient l'habitude. Donc oui, clairement, être au premier rang là-dessus, c'est super et j'encourage toutes les personnes qui sont curieuses de découvrir les huiles essentielles de faire ce pas, d'aller découvrir sur leur territoire où qu'ils soient des distillateurs à côté pour mieux comprendre comment ils travaillent et tisser des liens avec eux. Durant le confinement, qui a été extrêmement dur pour de nombreux compatriotes, vous avez été un des rares à proposer de l'huile essentielle de Ravinsara, alors qu'il était vraiment difficile de s'en procurer. Il y avait une véritable pénurie, en particulier dans les grandes villes. En plus, vous offriez les frais de port à ce moment-là. Et la question que j'ai à vous poser, est-ce que pour vous, faciliter l'accès aux huiles essentielles, c'est un objectif? Oui, clairement.
le fait de faciliter l'accès à des huiles essentielles, surtout des huiles essentielles de qualité, et de le faire d'une manière qui soit honnête. Honnête, c'est-à-dire dans un marché qui est plutôt spéculatif, hein, huiles essentielles, vous avez des cours qui varient, vous pouvez avoir des productions qui sont tentantes à conserver à la cave quelques années le temps que le cours remonte. Mais ce n'est pas une méthode pour faire bouger un territoire et accompagner un territoire vers la conversion bio et vers l'autonomisation de la population sur ces parcours de soins. Donc clairement, il y a cet aspect-là, d'être honnête dans la pratique des prix, dans la qualité, bien sûr au mieux de ce qui est possible. On sait que pour des raisons d'organisation, certains produits, on n'est pas en mesure aujourd'hui de faire les prix qu'on souhaiterait faire, parce que techniquement, on est encore limité sur certaines compréhensions du cycle de production de la plante, de la meilleure période de récolte, des rendements. Et sur certaines autres variétés, au contraire, il y a vraiment une expertise et on est en mesure d'avoir des prix très démocratiques en étant à la fois direct producteur et sur des quantités même minimes pour des petites consommations en aroma. Et il y a un deuxième élément qui est le fait de proposer des huiles essentielles de qualité à des prix honnêtes, c'est aussi déjà de proposer ces huiles. Et aujourd'hui, dans une palette, dans une aromathèque, en tout cas, toutes les plantes ne peuvent pas encore venir de France. Bien nécessairement, la nature a la beauté de cette diversité et certains climats ne permettent pas encore d'avoir du Ravinsara en France. Pour l'instant, en tout cas. Donc, bien évidemment, ce Ravinsara qui était proposé n'était pas issu de nos productions en propre, mais est issu d'un réseau de producteurs qui est cousu main aujourd'hui dans plusieurs pays par la distillerie Bel Air, issu d'un accompagnement technique qui est fait. On est voilà, 2 ingénieurs, un commercial dans la structure, plus une équipe derrière solide. On est en mesure de pouvoir accompagner, et au-delà d'accompagner sur le territoire, d'accompagner sur d'autres territoires des distilleries à s'améliorer, à améliorer en particulier l'ergonomie de leur outil de production et les gestes de sécurité, puisqu'on va travailler avec des températures parfois un peu élevées, avec des charges lourdes. Il est important que ça se passe bien pour que les équipes qui travaillent sur ces distilleries soient contentes de le faire, ne se mettent pas à risque. Et on imagine voilà, d'autant plus la qualité des produits quand les personnes qui les produisent sont heureuses et ont envie de continuer à le faire. Alors, la distillerie Bel Air est également sur les marchés quand les règles sécuritaires d'hygiène ne l'en empêchent pas. Est-ce que c'est un biais pour fidéliser des gens? Oui, bien sûr, c'est le contact direct aujourd'hui sur des salons, des foires bio, mais également des marchés de plein air. C'est un contact privilégié avec des personnes qui commencent leur parcours de connaissances sur les huiles essentielles ou alors sont déjà bien avancées et souhaitent créer des liens plus forts. C'est une manière pour moi de pouvoir mieux comprendre comment sont utilisés les produits, qui les utilise, pourquoi, et du coup d'améliorer moi-même ma pratique de production. Donc c'est une fenêtre sur le monde qui est fabuleuse. Puis c'est aussi voilà, des moments de contact humain qui font du bien à l'âme lorsqu'on a eu une semaine dans les champs ou à la distillerie, de pouvoir un peu sociabiliser de manière plus posée. Et puis je pense qu'il y a quelque chose de fondamental aussi là-dedans, c'est qu'à l'ère des nouvelles technologies, des écrans à distance, des envois instantanés, il y a quand même une partie de la population aujourd'hui qui préfère, et elle a bien raison, revenir sur des circuits de consommation plus courts. Et le marché en fait partie, de pouvoir consommer de la main à la main, sans carte bleue, sans échange de données numériques qui font travailler des serveurs à l'autre bout de la planète. Et c'est quelque chose qui permet de créer du lien local. Voilà, c'est à la fois une petite touche de bonheur et peut-être un petit geste pour la planète supplémentaire, non seulement quand on achète ses huiles essentielles, mais quand on vient acheter son pain, son jambon, ses fruits et légumes sur un marché de producteurs. Alors, ce sera ma dernière question. Vous vous intéressez à la réintroduction de plantes aromatiques en Afrique du Nord. Vous pouvez nous parler un petit peu de ce projet? Oui, donc l'Afrique du Nord est un des territoires sur lequel la distillerie Bel Air accompagne donc des producteurs et des distilleries un peu à se remettre à la page ou à sécuriser en fait leur production. Sur l'Afrique du Nord, on peut en parler plus précisément. Il s'agit de l'Algérie, qui a un magnifique passé aromatique et agricole et qui, pour les raisons qu'on peut imaginer au niveau politique, a été un peu chamboulé ces dernières années, mais qui dispose encore de terres magnifiques, un historique sur le géranium, un historique sur le jasmin. Donc parfois, certains territoires disposent encore des outils de production, mais ne sont plus utilisés.
Donc, on a un peu ce phénomène de la belle endormie avec des distilleries sous-utilisées qui ne demandent qu'à reproduire pour amener une diversification agricole dans ces territoires. Et donc, les deux variétés, en tout cas en huile essentielle et en hydrolat, qui vont être concernées directement vont être donc le géranium et l'eau de fleur d'oranger, et dans quelques années, certainement de la marjolaine à coquille aussi, parce que c'est l'accompagnement qui est fait aujourd'hui. C'est réalisé pour un groupe d'entrepreneurs qui est déjà actif sur la santé naturelle et qui souhaite pouvoir redévelopper des productions locales. Donc, il y a une véritable approche rétro-futuriste d'amener, re-amener au territoire ces productions, les faire revivre et permettre aussi en local une utilisation de ces produits pour le bien-être et pas seulement nécessairement les amener vers l'export, comme c'est parfois, hélas, le cas dans trop de territoires. Donc, c'est véritablement un projet intégral dont la distillerie Bellart pourra en parler plus en détail d'ici quelques mois, puisqu'on croise les doigts que les facilités de transport et de réunion soient un peu libérées une fois que les vagues du Covid sont passées. Merci pour cet échange très, très riche, Pierre Bocon-Gibaud. Je vous laisse le mot de la fin. Eh bien, écoutez, je vous encourage tous à aller découvrir les distillateurs à côté de chez vous. La distillerie, c'est pas seulement la Provence ou le Gard, comme on vient de parler. Vous en avez en Anjou, vous en avez en Île-de-France, vous en avez en Alsace, dans le Jura, en Bretagne. Voilà, petite mission pour ceux qui écoutent et qui constatent cette vidéo. Passez quelques coups de fil autour de vous et allez chercher des distillateurs à proximité. Faites connaissance avec eux, vous verrez, ce sont des rencontres passionnantes. Ce sera le mot de la fin. Merci infiniment. Merci Philippe. Merci beaucoup Philippe pour cette superbe interview de Pierre. C'est un homme vraiment extraordinaire et qu'il faut connaître dans le milieu de l'aromathérapie parce qu'il propose des huiles essentielles exceptionnelles. Et à cette occasion, Pierre vous propose un bon de réduction sur son site internet avec 15% à la clé. Ce sera l'occasion pour vous de découvrir son eucalyptus et son romarin très particulier. Pour ça, il faudra saisir le code natural, comme le début Natural Chemia, 15, Natural 15 et Natural en minuscule. Merci Kevin et merci à Pierre pour cette offre à nos lecteurs. Alors, Natural Chemia, vous savez, c'est l'aromazine puisque c'est là notre deuxième numéro, mais c'est aussi une formation en e-learning pour se former à l'aromathérapie avec les meilleurs fondamentaux possibles. Alors on vous remercie d'avoir suivi cette aromazine jusqu'au bout. N'hésitez pas à le partager s'il vous a intéressé. N'oubliez pas également de vous abonner à la chaîne de Natural Chemia et d'actionner la petite cloche bleue pour être tenu informé de toutes nos nouveautés. Merci encore et puis à bientôt pour le prochain numéro. À bientôt. À bientôt.